Bon après-midi à vous, bienvenue sur l'émission Le Tour est joué, une émission qui revient bien sûr sur la phase de poule qui s'est achevée il y a quelques jours. On va se projeter dans quelques instants seulement sur les huitièmes de finale. On va parler bien sûr des joueurs qui sont démarqués lors de la phase de poule et bien sûr des équipes également qui ont performé et sous-performé durant ce tour de phase de poule. N'hésitez pas à nous suivre bien sûr sur la page YouTube Radio Sport Info et également un clin d'œil sur la page Facebook. On va faire venir également une belle brochette d'analystes pour vous livrer les meilleures analyses possibles sur cette phase de poule. À tout de suite. Pour ce premier numéro donc, du Tour et Jour, on a fait venir, comme je le disais, la belle brochette d'analystes possibles. On va déjà le présenter en commençant bien sûr par le coach Désiré Djokam qui est à ma gauche. Coach Désiré Djokam, bon après-midi à vous. Bon après-midi Abel, bon après-midi à tous tes nombreux followers, bon après-midi à tous ceux qui nous regardent de par le monde. C'est un vibrant plaisir pour moi de partager cet élément avec vous. On espère pouvoir être à la hauteur des attentes de tous vos millions de poursuiveurs et de suiveurs. C'est une CAN qui s'annonce super bien. On est là et on va essayer de partager ensemble. On est là, on va essayer de partager ça ensemble. On va partager ça avec Georges Rim également qui est en face de vous. Georges Rim, consultant permanent à Radio Sport Info. Georges Rim, bon après-midi à vous. Bon après-midi Abel, bon après-midi au coach Désiré Djokam, bon après-midi à nos nombreux followers, tant sur Facebook que sur la page YouTube de Radio Sport Info. C'est avec beaucoup de plaisir, bien évidemment, que nous partageons ce plateau de Le Tour est joué, en espérant apporter le mieux possible nos modestes analyses pour la gouverne de ceux qui nous écoutent. On vous fait confiance bien sûr là-dessus, on vous fait confiance pour revenir sur ces 2 semaines de match en phase de poule qui seront conclus il y a quelques jours seulement avec la qualification de plusieurs équipes, de 16 équipes précisément, avec le Cameroun bien sûr qui prendra part à ces huitièmes de finale. Monsieur, on va donc entrer de plein pied dans la phase globale de cette phase de poule. Déjà, coach Désiré Djokam, comment vous avez trouvé cette phase de poule? Est-ce que il y a eu des surprises? Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez vu au regard de ces premières semaines de compétition? Peut-être sur quelques rares équipes, mais une satisfaction globale. Je suis beaucoup plus resté sur ma véritable faim parce qu'il y a eu des matchs. Vous avez vraiment eu faim? Ouais, si, il y a eu des matchs assez ternes qui donnaient parfois envie d'aller se reposer, mais on était obligé d'observer pour pouvoir apporter des analyses. Mais par contre, il y a des éléments qui ont été bien. Il y a des équipes comme le Mozambique qui se sont démarquées. Il y a aussi des individualités qui ont fait parler. Il y a de grosses déceptions. Il y a des grosses déceptions comme des Aiglons, comme l'équipe du Mali qui a un peu supprimé. Plusieurs équipes aussi sont qualifiées pour les huitièmes de finale. Et il y a beaucoup d'équipes qui sont véritablement des cadors. La plus belle chose dans cette compétition, c'est que aucun véritable favori, en dehors peut-être du Gabon, qui a un peu laissé les gens sur leur faim une fois de plus. Les véritables favoris sont qualifiés. Alors, Georges, est-ce qu'il y a 5 matchs? Je prends juste le nom comme ça. Est-ce qu'il y a 5 matchs dans votre esprit, dans cette CAN qui vous a marqué? En termes de jeu, en termes de spectacle, est-ce qu'il y a au moins 5 matchs? Au moins 5, tu as dit. Ouais, au moins 5. Bon, tu peux citer plus. Tu peux citer plus. J'ai été émerveillé, bien évidemment, par le match qu'a fait le Cameroun contre la Côte d'Ivoire. Ouais. Charité. Commençant par soi-même. Toujours. Permettez que l'on puisse commencer par le Cameroun. Le match Cameroun-Côte d'Ivoire a été un de ceux qui m'ont agréablement surpris. Il y a eu également le match entre la Guinée équatoriale et le Burkina Faso. Première journée. Voilà. Il y a eu le Mali contre et cette égalisation à la fin du match. À Zambie. Mali-Zambie. Il y a eu Égypte, Nigeria, Tunisie, et bien évidemment Algérie, Afrique du Sud, Zimbabwe. J'ai dit, je pourrais en citer. Les buts ou bien le jeu proposé? Le jeu, les buts. De toutes les façons, le spectacle était du rendez-vous. De tous ces matchs, aucun ne s'est soldé par un score nul et vierge. Il y a eu des buts, donc du spectacle, et il y a également eu de belles choses que les deux équipes nous ont produites. De toutes les façons, il ne saurait avoir de but sans jeu. Voilà. Alors, coach Désiré Djokam, Georges me parlait bien sûr de but qui équivaut à jeu. Mais est-ce qu'il y a un match dans cette CAN qui n'a pas eu
beaucoup de buts selon vous, mais qui a quand même produit quelque chose en termes de spectacle, en termes de déploiement de jeu, de tactique, de stratégie, de technique, tout ce qui entre dans ces facteurs de performance-là? Difficilement. Les matchs nuls de 0 but partout, c'était par exemple le match entre le Comores et Le et Mali. 1-1 RDC Sénégal, ça vous a pas parlé peut-être? Je voulais d'abord débuter par les matchs de 0 but partout. Voilà. Les matchs de 0 but partout, notamment le Comores, qui était vraiment un match nul avec le nom de 0 but partout. Mais par contre, ce match-là entre le Sénégal Et la RDC? et la RDC, je pense que c'était le véritable gros match parce que déjà, c'était un match qui avait énormément d'enjeux. Ouais. Sachant que précédemment, le Sénégal a privé la RDC de se qualifier directement pour la phase finale de Coupe du Monde. Il était important que la RDC puisse reprendre sa revanche et ce match-là, il a véritablement tenu. Les fruits étaient véritablement comme les fleurs étaient en train de présenter et on a cette équipe-là qui s'est surpassée avec un Théo Bogonda des très grands jours qui a fait une très grande performance et Sadio Mané qui a réussi à répondre. C'était un match très tactique où on a vu deux équipes s'affronter véritablement en se regardant droit dans les yeux. À un certain moment, le Sénégal a pris le dessus. Par la suite, c'était le Congo qui a marqué d'ailleurs contre le cours du jeu. C'est le Sénégal qui est en train de dominer. Et par la suite, c'était un match fou où il y avait énormément de rythme, mais il y avait eu une espèce de fair play. J'avais peur peut-être qu'il y aurait des cartons rouges dans ce match, mais c'était un match assez tactique où les entraîneurs ont véritablement réfléchi et ils ont apporté de véritables réponses. Il a apporté de véritables réponses. Vous écoutez toujours votre émission Le Tour est joué. N'hésitez pas bien sûr à suivre le programme dans son format plus long sur la page YouTube Radio Sport Info. Et il y aura des petits extraits sur la page Facebook également de Radio Sport Info. Alors Georges Rim, on totalise 87 buts sur l'ensemble de cette phase de poule. On est sur moins de 2,6 buts par match, mais il y a quand même une surprise parmi les équipes. Il y a par exemple le Soudan qui s'est qualifié avec juste un seul but marqué et un CSC. Ça fait partie des belles histoires également de la CAN, de cette phase de poule. Effectivement, tu fais bien de le dire, de belles histoires. Il saurait avoir de CAN sans ces belles histoires-là. Ce sont des petites anecdotes à raconter à la postérité. Oui, 87 buts, une moyenne de près de 3 buts par match. 6 ou 7 buts par là. Mais curieusement, il y a des équipes quand même qui ont réussi à passer qui n'ont pas eu la moyenne. En fait, qui n'ont pas eu la moyenne. C'est-à-dire qu'on est sur 2, l'équipe en rattrapage. Ouais, parce qu'on est sur 2,6, 2,7. Mais l'équipe s'est qualifiée avec un seul but. Il y a des équipes qui sont quand même passées au second tour sans avoir effectivement la moyenne. La moyenne qui est de 2,6. Oui, qui est de 2,6. Notamment le Soudan, la Tanzanie. La Tanzanie également. Le Soudan qui a effectivement marqué les esprits en étant une équipe qui se qualifie avec un seul but marqué. Et le meilleur dans cette histoire, c'est que ce but-là n'a pas été marqué par un Soudanais. C'était un but contre son camp attribué donc au Soudan qui passe ainsi le premier tour. La Tanzanie qui se qualifie avec 2 points. 2 points. 2 matchs nuls. 2 matchs nuls. 2 matchs nuls, allez savoir de combien. Donc, vous voyez que voilà pourquoi le code des Jocam était un peu sur sa fin, quand même. Oui, sauf que bon, moi, je ne vais pas rester sur ma fin. Ouais. Je vais me dire que c'est ça qui fait le charme d'une compétition. C'est qu'il y a des histoires comme celle-là qui semblent loufoques, qui semblent invraisemblables, mais qui pourtant sont bel et bien réelles. On a des équipes dans cette CAN-là qui ont réussi à passer le premier tour en ayant marqué qu'un seul but, qui n'est d'ailleurs pas le leur. Enfin, il leur est attribué, mais qu'ils n'ont pas eux-mêmes marqué. Et d'autres qui se qualifient là en ayant fait des 0-0 ou alors des 1 but partout et au cumul des points, 2 maigres points, mais qui sont quand même qualifiés. Ouais, qui sont quand même qualifiés, c'est quand même, on va dire quoi, comme Georges m'a dit, c'est une belle histoire, même comme ça, peut-être ça diminue un peu, parce que quand c'est Philippe Doucet qui le disait dernièrement, c'est-à-dire que quand on sort de la CAN en Côte d'Ivoire où il y a beaucoup de spectacles, où les équipes sont vraiment déployées sur le jeu en termes de buts et autres, quand on revient un peu sur cette phase de poule de la CAN marocaine, on se dit qu'il y a une petite régression quand même de la compétition, parce que ça prenait une certaine ampleur. Une petite régression, les matchs de 0 but partout lors de l'édition ivoirienne, il y en a eu 3 et pour cette édition, il y en a eu aussi 3. Les matchs de 1 but partout, il y en a eu 7 à l'édition ivoirienne et pour cette édition, on en a aussi eu 7
les matchs de 2 buts partout. Il y en a eu 4 et pour cette saison-ci, il n'y en a pas eu de match de 2 buts partout. C'était beaucoup plus des 2 buts à 1 et le niveau de la CAN précédente en Côte d'Ivoire, il était beaucoup plus élevé que celui actuel. Ça, il faudrait se le dire de manière honnête, mais avoir 24 équipes, je pense que ce débat finira par une fois de plus revenir parce que avoir une équipe, comme le disait si bien Georges, se qualifier sans avoir inscrit le moindre but et partir affronter une équipe comme le Maroc par la suite, je pense que c'est un pain béni pour le Maroc de pouvoir traverser et surtout de pouvoir avancer. Et encore, cette longue période d'attente qu'on a laissé le Maroc qui a joué depuis pratiquement 6 jours, aura 6 jours de repos pour pouvoir poursuivre dans cette compétition, ça laisse un peu plus d'ouverture et il faudrait se reposer cette question. Est-ce que c'était l'idéal d'organiser cette compétition dans cette phase-ci? C'est vrai qu'il pleut au Maroc et les pelouses sont bien faites où ça ne retient pas d'eau, mais il y a lieu de se poser la question, est-ce que c'était l'idéal d'organiser cette compétition dans cette période? Et aussi, est-ce que la compétition avec 24 équipes, est-ce que c'est un avantage pour l'Afrique? On va donc rester sur ce plan organisé. Vous faites une très belle passe décisive, Côte Désiré Doucouré. Est-ce que, Georges, est-ce que le petit bémol de cette phase de poule-là, c'est peut-être pas les stades, en fait, qui ne sont pas pleins? C'est quand même quand on voit l'ambiance, on suit l'ambiance à Rabat par exemple quand le Maroc joue, c'est pas la même chose. Les stades sont pratiquement vides. C'est pour ça c'est pour ça que le coach Désiré Doucouré il questionne peut-être la périodicité de la Coupe d'Afrique. Non, mais je ne pense pas que ce soit le véritable problème. Vous l'avez dit, quand le Maroc joue, les stades sont pleins. Quand d'autres nations voisines, l'Algérie, la Tunisie jouent, les stades également sont pleins. Et on a vu d'autres matchs, Cameroun-Côte d'Ivoire, les stades quasi pleins, Sénégal et RDC, le stade plein. Et puis les autorités marocaines ont pris une mesure permettant l'accès au stade à ceux qui ne pouvaient pas se le permettre, donc ceux qui n'étaient pas détenteurs d'un ticket pour remplir ou gagner les gradins. Donc c'est pas une question de périodicité. Celui qui va aller au stade, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente ou qu'il passe le soleil, je sais pas moi quelle météo il fera, il ira au stade s'il en a envie. C'est la même chose en Europe. Le public peut bouder son équipe si elle estime qu'elle ne joue pas bien, et peu importe le temps qu'il fait, ils vont ou ils ne vont pas au stade. Donc, moi, je pense pas que ce soit une question liée à la météo. Je pense davantage que c'est au niveau de la billetterie. Oui, c'est le Maroc, un pays dont on vante les progrès sur le plan économique, mais ça reste quand même que le PIB, le pouvoir d'achat des Marocains n'est pas aussi élevé que l'on pourrait le penser, que les tickets de la CAN coûtent excessivement cher. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Et malheureusement, tous les Marocains ne peuvent pas se permettre le luxe d'aller regarder tous les matchs. Ils préfèrent se réserver, donc, comme je viens de le dire, pour les matchs de la sélection marocaine, en attendant que pour les autres matchs, que les autorités continuent d'appliquer les mesures qu'ils ont prises, celles notamment d'ouvrir les portes des stades, s'ils se rendent compte que, si elles se rendent, ces autorités, compte de ce que le public n'a pas répondu présent dans les gradins. Bref, c'est organisé de telle sorte que, à un moment donné d'un match, qu'on ouvre les portes, et c'est sous contrôle pour éviter que le tout venant n'ait pas accès, parce que, bien évidemment, il faut tenir compte de la sécurité des autres spectateurs. Je pense que c'est beaucoup plus lié aux difficultés économiques que à la météo. Et pour ce qui est des stades marocains, nous l'avons vu, le Côte d'Ivoire a bien fait de le relever. Il pleut dans certaines parties du Maroc et on n'a pas l'impression que la pelouse s'en ressent. Ils sont dégradés. Ça remet donc au goût du jour la question de la périodicité de l'organisation de cette compétition, parce que malheureusement, cette compétition souffre de beaucoup de modifications, de beaucoup de changements, pour ne pas parler de glissement. Un coup c'est en juin, un coup c'est en janvier, un autre c'est à 4 ans. Voilà, donc je pense qu'il faut arrêter une date ou alors un moment de l'année où cette CAN devrait se jouer. Peu importe, parce que forcément le climat n'est pas le même en Afrique partout. Alors, au Maroc en juin, on est au mois décembre, janvier, c'est l'hiver. Ailleurs, nous sommes en pleine saison de pluie. Alors, si c'est en juin, il y aura des parties de l'Afrique où ce sera sous la pluie, d'autres où ce sera sous le soleil.
Donc, la périodicité ne mettra jamais tout le monde d'accord. Il faut simplement que nos États se dotent des infrastructures qui puissent supporter tout type d'intempéries pour organiser cette compétition. Et la CAF, il y va de la notoriété de la CAF que d'avoir un calendrier fixe. Ça fait pas beau que de voir qu'un coup, la CAF décide ou alors octroie l'attribution de cette compétition à tel pays en fonction de la météo de ce pays-là. Et ainsi de suite. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle la FIFA et l'UEFA lui font ce petit chantage-là tout le temps. C'est fort. Non, mais c'est la vérité. C'est fort. Cette CAN à 4, je vais dire cette CAN tous les 4 ans, il ne fait l'ombre d'aucun doute que... Copié sur le modèle Ligue des Nations européenne. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que ce n'est pas de la volonté de la CAF. La CAF a simplement dû courber les chines pour l'accepter. Mais je dis, la CAF a prêté le flanc à l'UEFA et à la FIFA d'en arriver là. Et je pense qu'il est possible d'organiser la CAN en juin. Parce que à ce moment-là, l'éternelle guéguerre errante, les clubs européens, grands employeurs de nos joueurs et nos fédérations n'aura plus lieu, puisque les compétitions, pour la plupart, sont terminées sur le continent européen. Et même chez nous, parce que désormais nos calendriers sont arrimés à ceux de la FIFA, il n'y aura pas de problème de libération des joueurs. Ouais, parce que je pense que c'est beaucoup plus ce problème-là qui fait en sorte qu'on arrive à une CAN tous les 4 ans. En tout cas, on y reviendra. Ça, c'était la petite parenthèse sur le volet organisationnel et le point de vue sur les stades. Bien sûr, on parlait du remplissage qui n'a pas encore atteint son maximum. On espère qu'avec les huitièmes de finale qui commencent dans quelques instants, on aura un peu plus, puisque ce jour, on aura donc Sénégal-Soudan et bien sûr Mali-Tunisie pour les premières affiches des huitièmes de finale. Mais si on a terminé, on est toujours dans notre émission. Hein. Bien sûr, le tour est joué qui revient donc sur le bilan de tous les tours de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. On va bien sûr parler, et s'exprimer bien sûr sur les équipes, les nations qui se sont démarquées. On va faire un focus sur les favoris et bien sûr les petites nations également. Je me tourne vers le coach Désiré Djokam. Coach Désiré Djokam, il y a le favori, le grand favori qui est le Maroc, qui n'a pas brillé par son attaque, mais surtout brillé par sa défense. Un seul but encaissé pour le Maroc. C'est la meilleure défense actuellement dans cette compétition. Est-ce que c'est l'adversité, parce qu'on rappelle dans le groupe A, Zambie, Comores et Mali, est-ce que c'est l'adversité qui n'a pas beaucoup mis en difficulté les Marocains, ou bien ça veut dire quand même que Walid Regragui, il a quand même travaillé ce secteur-là, surtout à l'absence de Romain Saïs? Regragui, c'est que pour remporter une compétition qui est la Coupe d'Afrique des Nations, ce sont des équipes qui ont d'abord une assez grande solidité défensive, notamment ne pas prendre de but. Et prendre un but dans une phase de poule, c'est vrai que le Maroc affronte les Comores en ouverture. C'était sur penalty. Oui, sur penalty. Penalty de Sinayoko. Oui, non, je parle d'abord, le Maroc affronte les Comores sur ce match d'ouverture où Raimi rate d'ailleurs le penalty qui augmente un peu plus de pression. Ils prennent un but contre le Mali avec Sinayoko qui inscrit un contre-pied parfait où il marque un véritable but. Le Maroc a hérité d'une poule où le véritable adversaire, c'était le Mali, où il fallait juger cette défense-là. Elle a pris un but contre le Mali, donc c'est probable qu'au cours de cette compétition, elle puisse rencontrer une équipe aussi qui pourra lui accorder une certaine adversité. Forcément, ils finiront par marquer. C'est vrai qu'on ne pourra pas... Tanzanie, par exemple, qui a 2 buts. Oui, là... Non. Par exemple, puisque c'est l'adversaire en huitième de finale. Ah, mais ce sera pas compliqué pour cette équipe du Maroc face à la Tanzanie, parce que c'est une équipe qui ne pourra pas nécessairement les faire bouger. Peut-être, comme on a l'habitude de le dire, le foot il est assez ouvert et il y a des éléments qui peuvent se présenter, mais il faudrait qu'on juge le Maroc face à une véritable adversité, parce que nous savons qu'à partir des quarts de finale, il y aura plus d'équipes moindres, il y aura véritablement de grosses équipes, de grosses nations. Je pense que cette compétition de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, elle va véritablement débuter à partir des quarts de finale, parce que là, nous sommes encore en présence des équipes repêchées
qui sont la Tanzanie et le Soudan et quelques autres aussi. Mais à partir des quarts de finale, ce sera vraiment restreint, ce sera vraiment les grosses équipes qui sont le plus souvent présentes dans cette compétition. Et à partir de ce moment, on pourra véritablement juger aussi ce Maroc-là qui a pris un but face à une équipe malienne qui était aussi une grosse équipe. Donc, le véritable jugement pour ces équipes-là, c'est à partir des quarts de finale. Le véritable jugement, ce sera les quarts de finale. On va un mot également sur le Nigeria. Le Nigeria qui a surpris quand même beaucoup. 9 sur 9, 3 victoires sur 3 possibles. Georges Rim, avec cette équipe-là du Nigeria, on ne sait jamais sur quel pied danser. Parce qu'elle nous a laissé quand même sur un goût d'inachevé lors des qualifications pour le mondial. Et là, elle vient faire un 9 sur 9 dans une poule quand même où il y avait la Tunisie qui s'est qualifiée pour le mondial, prochain mondial 2026. Est-ce que vous attendiez ce Nigeria à ce niveau? Oui, forcément. Le Nigeria est toujours attendu. Hein. Ça fait partie des cadres du continent en matière de football. Et quand on parle de CAN, il y a des équipes qu'on s'attend à voir au moins en demi-finale. Le Nigeria fait donc partie de ces équipes-là. Bien sûr, le Cameroun, hein, sans chauvinisme. Ouais, toujours. Aucun. Mais on se souvient que lors de l'édition au Cameroun, le Nigeria avait fait pareil parcours, 9 sur 9 en phase de poule, et puis sorti dès les huitièmes de finale. Pour qu'on la retrouve 2 ans plus tard en Côte d'Ivoire, en finale, perdu contre les Ivoiriens. Donc, le Nigeria, c'est ça. Au moment où on l'attend, elle déçoit, et au moment où on se dit, bon, on va voir, et on sort le coup du chapeau, du foulard. Donc, je ne suis pas surpris. C'est une équipe qui est attendue. C'est un des favoris au sac final, et puis qui a fait honneur à son rang de favori avec ce parcours sans faute en phase de poule 9 sur 9. On attend maintenant de voir ce que ça donnera contre le Mozambique, qui est un adversaire à ne pas négliger. Camerounais, Gabonais, Ivoiriens peuvent témoigner de ce que c'est une équipe qu'on ne bouge pas facilement et qui est capable de vous mettre en difficulté. C'est pas un hasard si cette équipe a filé au Gabon 3 buts. C'est pas un hasard si les Ivoiriens n'ont pu faire que 1-0 contre cette équipe. Et les Camerounais ont dû revenir au score avant de prendre l'avantage avec ce magnifique but de Christian Kofane. Donc, ce ne sera pas un match facile pour le Nigeria. Et c'est là où je suis pas très d'accord avec le coach Désiré Doucouré qui pense que le tournoi va commencer directement en quart de finale. Parce qu'il y a des affiches quand même dès ces huitièmes qui peut avoir des surprises. Voilà. Par exemple, ce Nigeria-Mozambique. Ce Nigeria-Mozambique est une belle affiche. Mali-Tunisie, une autre belle affiche. Ouais. RDC Algérie, une autre très belle affiche. C'est des mondialistes. Hein. L'Algérie qualifiée pour la Coupe du Monde, la RDC pour les barrages. Mali, Tunisie, c'est un autre mondialiste contre une équipe qui aurait pu y être. Donc, je pense que dès ces huitièmes de finale, on a de très belles affiches. Cameroun, Afrique du Sud, c'est une affiche digne de demi-finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Donc, dès ces huitièmes de finale, on aura de très belles affiches. Maintenant, je peux le rejoindre sur ce que, à partir des quarts de finale, quand même, le tamis sera passé et qu'on aura les cadors, du moins, je l'espère, les équipes qui très souvent parviennent à ce niveau de la compétition. Mais ne négligeons pas ces huitièmes de finale qui nous réservent, qui nous présentent déjà de très belles affiches et qui pourraient nous réserver de très belles surprises également. Un autre favori également qui a bien performé, c'est le Sénégal également. Le Sénégal qui a terminé leader de son groupe devant la RDC, même s'il y avait eu le nul lors de cette deuxième journée, le coach Désiré Doucouré. Est-ce que vous avez senti un Sénégal en maîtrise? Oui, et pour moi, le Sénégal est véritablement l'équipe qui peut remporter cette compétition. Parce que le Sénégal, sur le plan de l'organisation et même sur le plan de la gestion, à chaque fois qu'ils effectuent des remplacements, c'est toujours la même énergie que l'on retrouve. Et quand Sadio Mané sort, on a comme impression qu'il n'est pas sorti. Et la superstar même de cette équipe, lorsqu'on analyse véritablement, c'est Iliman Ndiaye. C'est presque pas Sadio Mané, Iliman Ndiaye. Il est presque sur tous les ballons. Il est présent sur presque tous les buts qu'ils ont réussi à marquer. C'est une grosse équipe, cette équipe du Sénégal, qui avance véritablement à pas de géant. Oui, le Sénégal fait ce match nul contre la RD Congo. C'est un match où on a précédemment parlé, un match qui
où il y avait énormément d'enjeux. Mais revenir à ce point-là, le Sénégal va se retrouver dans cette partie de huitième de finale. Il faudra faire très attention parce que c'est une équipe qui est prête et je pense que le Sénégal est proche de remporter son autre couronne. Elle est proche de remporter son autre couronne. En tout cas, on va faire encore un petit clin d'œil à ces équipes-là, à ces mastodontes africains. Georges Rim, le pragmatisme algérien façon à Vladimir Petkovic, ça vous parle peut-être pour la suite parce qu'on ne la voyait pas, cette équipe d'Algérie avec ce double traumatisme lors des deux derniers CAN, éliminé chaque fois au premier tour. On a fait venir Vladimir Petkovic. Vous sentez qu'il a quand même changé quelque chose dans cette équipe algérienne? Oui, il a beaucoup apporté à cette équipe, le technicien, certes. D'abord dans la façon de jouer de cette équipe. C'est l'une des équipes qui élabore très bien. Les constructions sont bien menées de la défense jusqu'à l'attaque. Difficilement le jeu direct. C'est vraiment des attaques placées. Il y a une séquence, je pense d'ailleurs qu'on parlera des séquences de jeu. C'est une équipe qui privilégie le jeu à 3. Le jeu à 3 pour désarçonner l'adversaire et trouver les espaces. Donc moi je pense que Petkovic fait du bon boulot avec cette équipe, mais petit bémol, c'est au niveau de la qualité des adversaires quand même dans cette poule. Le Soudan, c'est vérité. Il y a quand même la Guinée équatoriale, le Burkina Faso. Vraiment, permettez que, sans insulte à l'endroit de certaines nations, notamment le Soudan, la Guinée, vraiment, c'était pas des adversaires véritablement à même de mettre en difficulté cette équipe algérienne. Le Burkina Faso, dans une certaine mesure, oui. La Guinée équatoriale, pourquoi? Parce que la Guinée équatoriale, je l'ai dit, est en fin de cycle. C'est une équipe vraiment qui est arrivée à son apogée en Côte d'Ivoire. Ouais. Et celle que nous avons aujourd'hui au Maroc, c'est vraiment pour passer le relais, pour passer le témoin à une génération qui va arriver. Donc, je ne suis pas surpris de ce que la Guinée ne soit pas allée plus loin que le premier tour, parce qu'on est en fin de cycle là-bas. On va prendre le temps pour rebâtir, pour reconstruire une équipe qui reviendra peut-être un peu plus forte lors des prochaines éditions. Pour ce qui est du Soudan, nous l'avons dit, c'est une équipe qui est qualifiée en n'ayant marqué qu'un seul but. Qui plus est, n'a pas été marqué par un Soudanais. Et qui avait d'ailleurs encaissé le but le plus rapide face à l'Algérie. Face à l'Algérie avec le but de Maris. Donc, je ne vais pas minimiser la qualification de l'Algérie et la manière avec laquelle elle s'est qualifiée, mais j'attends de la voir face à des adversaires beaucoup plus solides dans leur organisation, comme la RDC. Et c'est ce qui me permettra de me faire une idée réelle de la force de cette équipe et de sa capacité à aller un peu plus loin. Alors, Georges Rim, donc, qui a évoqué l'Algérie et la Guinée équatoriale par-dessus. Merci, Georges Rim, parce que vous venez de faire une très belle passe décisive, puisque je vais parler aussi d'une autre nation qui a déçu. Parce qu'on parlait de la Guinée équatoriale, qui était quand même quart de finaliste en Côte d'Ivoire. Là, on va s'intéresser au Gabon, parce que le Gabon également, on l'attendait. On attendait cette nation gabonaise, et elle nous a laissé quand même sur notre fin. C'est vrai qu'on ne voulait pas qu'elle gagne le Cameroun, mais elle nous a quand même laissé sur notre fin. Alors, coach Désiré Djokam, cette équipe gabonaise, qu'on l'a vu trop beau? Honnêtement, oui. On a cru à autre chose concernant le Gabon. On n'a pas été assez attentif, mais si on faisait une analyse assez profonde, on aurait compris que Ekwele Manga, c'est plus trop ça. On n'arrive pas à comprendre comment ce dégagement de Kotor arrive sur... Peut-être une fin de cycle, comme Georges me disait. Non, je suis totalement d'accord. C'est la raison pour laquelle je dis, si on avait fait une analyse véritablement profonde, on allait comprendre que le Gabon, il allait chuter. Une grosse déception aussi concernant le gouvernement gabonais qui se permet de sanctionner des joueurs, pourtant ce n'est véritablement pas de leur ressort. Ils peuvent sanctionner l'équipe, ils peuvent ouvrir la fédération, mais ils n'ont pas le droit d'interdire à un joueur de participer aux éléments concernant la fédération de son pays. C'est pas très beau, oui, le Gabon a certes déçu, mais la véritable déception, elle vient aussi concernant le gouvernement gabonais. Elle vient aussi concernant le gouvernement qui a dissous l'équipe nationale. En tout cas, c'est... Oui, suspendu, voilà, suspendu avec les bons thèmes.
Les bons staff qui a été dissous, mais l'équipe nationale a été suspendue. Et a appelé la fédération à prendre ses responsabilités. En tout cas, on va revenir là-dessus dans nos prochaines éditions. On rappelle que c'est l'émission donc le tour est joué qui revient sur les tours, tous les tours, puisqu'on a déjà passé la phase de poule. On s'attaque maintenant au 8e de finale. Messieurs, on va également parler des individualités. On va parler bien sûr du focus du joueur et on va faire une part belle au Cameroun, bien sûr. C'est quand même, c'est pas chauvin, mais c'est quand même une belle récompense au vu de ce qu'on a pu proposer. Le focus du jour, c'est sur, bien sûr, monsieur. Une idée? Carlos Baleba, lui bien sûr qui est le seul joueur présent dans le 11 type de cette phase de poule, bien sûr dressée par la Confédération africaine de football. Messieurs, Carlos Baleba quand même il revenait d'une première partie de saison un peu difficile avec Brighton. Est-ce que vous avez cru à un moment donné qu'il pouvait renverser la donne dans cette équipe nationale, surtout pour cette première CAN pour Carlos Baleba? Personnellement, oui, parce que je connais le joueur avec un mental aussi grand. Je savais qu'après avoir fait cette mauvaise première partie du côté de Brighton, il allait forcément se relancer en revenant au Cameroun, sachant qu'il est bien encadré et surtout avec le renouvellement concernant le staff technique et concernant aussi les joueurs dans cette équipe, il y aurait beaucoup de liberté et forcément, on allait avoir des joueurs qui ont véritablement envie de se surpasser. On a par exemple vu des joueurs se faire mal et au lendemain dit qu'ils sont de retour pour pouvoir poursuivre la compétition. Carlos Baleba est sur une très bonne lancée. Je pense que c'est l'occasion idéale qu'il pouvait rêver, qu'il pouvait souhaiter avoir pour pouvoir se relancer et faire partie de ce 11 type-là. Pour moi, ce n'est qu'une excellente bonne nouvelle pour lui. Oui, on peut peut-être s'interroger sur le 11 type de la CAF parce qu'on a une surprise de ne pas voir un joueur, par exemple, comme Victor Osimhen, qui ne figure pas dans ce 11 type-là. Il y a certes de petites questions à se poser, mais concernant Baleba, c'est une excellente nouvelle pour lui et ce n'est que mérité d'être là. Georges Grimm, est-ce que c'est David Pagou? Est-ce que David Pagou a un impact sur le retour au niveau, ou bien c'est la responsabilité avec le départ des cadres, ou bien la mise à l'écart des cadres? Est-ce que c'est cette responsabilité-là qui fait en sorte que Carlos Baleba a élevé son niveau de jeu qui était un peu sur le déclin? Il ne faut pas se le cacher. Pagou est beaucoup, déjà dans le rendement global de cette équipe, maintenant sur l'expression individuelle des joueurs. Namasso en est la parfaite illustration. Baleba était déjà commencé à devenir un cadre de cette équipe, notamment dans l'entrejeu, avec Zambo, avec Onla, avec Avon plus tard. Mais désormais, sur Pagou, il a pris d'autres galons. C'est lui le patron de cet entrejeu, en réalité. Ce n'est d'ailleurs pas une surprise s'il figure, le seul Camerounais, dans le 11 type de la phase de poule. C'est parce qu'il a un rôle, un impact assez prépondérant, assez important dans cette équipe-là. Donc, Pagou, je pense qu'en ayant pris certaines décisions, a aidé d'autres joueurs, et notamment Carlos Baleba. Je ne vais pas revenir sur un certain nombre de choses que nous connaissons tous, mais les décisions que le coach Pagou a prises, nous les ressentons en voyant certaines individualités au sein de cette équipe s'exprimer. J'ai dit Namasso, Baleba, je peux parler de Yongwa, Koto, Tiemalon, nous et bien d'autres. Kofan, Karita, voilà, des ça, c'est la patte Pagou, c'est la patte Pagou et c'est surtout que ça bénéficie à Carlos Baleba qui a été... Ouais, coach, rapidement. Et concernant surtout la patte Pagou, c'est une véritable motivation de voir, par exemple, un joueur comme Kyle Etaillon qui se loupe et beaucoup de joueurs viennent autour de lui. Et notamment Carlos Baleba. Et que par la suite, le même coach en conférence de presse prenne la défense et fait comprendre que, OK, c'est un jeune, il a le droit de se louper et que par la suite, c'est possible de continuer. C'est très encourageant et c'est surtout très motivant pour les joueurs. En tout cas, il sera encore prépondérant, Carlos Baleba, pour la rencontre face à l'Afrique du Sud. C'est donc ici que se referme le premier numéro du Tour est joué, axé sur le décryptage de la phase de ponce. Donc rendez-vous dimanche prochain pour la phase des 8e de finale. On vous laisse en compagnie d'Yvan Ongo, notre correspondant depuis le Maroc, pour un petit jeu avec les journalistes de ce côté. Nous, on se dit à très bientôt et on espère que le tour sera encore joué. Nayor, welcome to RSC. Thank you. I'm going to ask you questions about players of South Africa
They have made history, and I want you to give me their names. Are you okay with that? Okay with that. Ok, let's start. Vous êtes sur RSI les amis, on est avec Néon, notre ami sud-africain. On va y aller. Le premier nom, the first one. 100% of South African remembers his name. What is his name? Sean Bartlett. Sean Bartlett. Un point pour Néor. The next one. 90% of South Africans know his name. Who is this? Benny McCarthy. Benny McCarthy, exactement, Benny McCarthy. Benny McCarthy. 75% of South Africans who love football knows his face. Who is this? Steven Pienaar. Steven Pienaar, bravo. Let's continue. This is a legend, big legend. 50% of South Africans remember his name. What's his name? Obvious. Lucas Radebe. Lucas Radebe, exactly. Let's end up with this one, who's a legend too. But 20% only of South Africans lovers of football knows him. What's his name? Obvious. Neil Trophy. Neil Trophy, the first captain of South African who won the African Nation Cup. 1996. Exactly. Merci beaucoup. Vous êtes dans le tour et joué. Et c'était le jeu.